Il y a un mot, un seul, qui est aujourd'hui au cœur de toutes les tensions autour du conflit à Gaza. Génocide. Un mot qui divise, qui polarise le monde entier, des nations jusqu'aux plus grandes institutions. Alors, avant d'aller plus loin, il faut qu'on se pose la question la plus simple, mais aussi la plus importante. Qu'est-ce que ça veut dire génocide, d'un point de vue purement juridique? Quelle est la définition légale exacte? Voilà ce que dit la Convention de l'ONU de 1948. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne se résume pas juste à un nombre de victimes, aussi élevé soit-il. Le mot-clé, le cœur du débat, c'est l'intention spécifique. Il faut prouver l'intention de détruire un groupe. Et c'est là que tout se complique, c'est cette barre juridique très haute qui est au centre de toutes les controverses. Ok, alors pour y voir plus clair dans cette situation hyper complexe, voilà comment on va procéder. D'abord, on va regarder la fracture politique, comment les pays se sont positionnés. Ensuite, on se penchera sur ce qui se passe concrètement sur le terrain, avec le verdict des organisations de droits humains. Puis, on verra ce que disent les Nations Unies. Et on terminera en se demandant, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, le point de départ de cette division mondiale, c'est un moment bien précis, décembre 2023. C'est là que l'Afrique du Sud lance une procédure, historique, on peut le dire, contre Israël devant la Cour internationale de justice. Et là, c'est un véritable séisme diplomatique. À partir de ce moment, plus personne ne peut rester neutre. Chaque pays est obligé de prendre position. Et cette prise de position, comment s'est-elle manifestée concrètement? Eh bien, assez vite, on a vu se dessiner 3 grands blocs, 3 camps très clairs, qui montrent bien les lignes de fracture géopolitique actuelles. Donc, pour résumer, on a ces 3 positions. D'abord, le groupe de pays qui parle officiellement de génocide. Ensuite, à l'opposé, ceux qui rejettent catégoriquement cette accusation. Et entre les deux, un camp plus prudent qui dit en gros « attendons la décision de la justice avant de nous prononcer ». Si on regarde de plus près le premier camp, celui de la reconnaissance, on voit qu'il est surtout porté par les pays du Sud global. L'Afrique du Sud, bien sûr, qui a lancé la procédure, mais aussi des poids lourds d'Amérique latine, comme le Brésil et la Colombie. L'Organisation de la coopération islamique est aussi sur cette ligne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Europe, quelques pays comme l'Irlande ou l'Espagne ont fait bande à part, rompant avec la position majoritaire en Occident. Passons au deuxième groupe, ceux qui préfèrent attendre. Ce sont souvent des pays occidentaux, historiquement proches d'Israël. Leur position, c'est de dire « oui, la situation humanitaire est gravissime, mais on ne peut pas utiliser le mot génocide tant que la Cour internationale de justice n'a pas rendu son verdict final. Un verdict qui pourrait prendre des années, jusqu'en 2027 potentiellement. Forcément, cette prudence leur est reprochée par des ONG qui estiment que le devoir d'agir pour empêcher un génocide, lui, ne peut pas attendre. Et puis, il y a le troisième camp, celui du rejet total de l'accusation. La citation du président américain Joe Biden est très claire. Ce qui se passe n'est pas un génocide. Nous rejetons cela. C'est la position des États-Unis, mais aussi de l'Allemagne ou du Royaume-Uni. Pour eux, il s'agit d'une guerre de légitime défense, et surtout, ils estiment que cette fameuse intention spécifique de détruire le peuple palestinien n'est pas prouvée. Ok. On a vu les positions politiques des États. Maintenant, mettons ça de côté un instant et regardons les faits, les preuves, ce que rapportent celles et ceux qui sont sur le terrain. Qu'est-ce que nous disent les grandes organisations de défense des droits humains, qu'elles soient internationales ou même israéliennes? Et pour commencer, il y a les chiffres. Des chiffres bruts qui donnent une idée de l'ampleur du drame. D'après des organisations comme Médecins sans frontières, fin 2024, on parlait déjà de plus de 64 000 Palestiniens tués. Et au-delà des vies humaines, il y a la destruction matérielle. Regardez ce chiffre, 92%. C'est la proportion des logements à Gaza qui ont été détruits ou endommagés. C'est quasi total. Ça veut dire qu'il n'y a quasiment plus d'endroits où vivre. Puis, en août 2025, on franchit un autre cap terrifiant, 100%. C'est la totalité de la population de Gaza qui se retrouve en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Pour de nombreuses ONG, ce n'est pas un dommage collatéral de la guerre, c'est l'utilisation de la famine comme une arme. Et tous ces chiffres, selon les rapports des ONG, ne sont pas le résultat du hasard. Ils décrivent plutôt une stratégie qui semble coordonnée. D'un côté, on bloque l'aide alimentaire, provoquant la famine. De l'autre, on s'attaque systématiquement au système de santé. On utilise des systèmes d'intelligence artificielle pour le ciblage qui acceptent un nombre très élevé de victimes civiles. Et enfin, on force la quasi-totalité des habitants à se déplacer, encore et encore. Mais l'alerte la plus forte, elle est peut-être venue de l'intérieur même d'Israël. En juillet 2025, la plus grande organisation israélienne de défense des droits humains, B'Tselem, sort un rapport. Et le titre est un électrochoc, Notre génocide. Là, c'est un tournant. Une organisation israélienne très respectée qui accuse son propre gouvernement du crime le plus grave qui soit. Alors,
Avec tous ces éléments sur la table, on en arrive logiquement à l'institution qui est censée être l'arbitre mondial, les Nations Unies. Qu'est-ce que l'ONU a dit? Et surtout, est-ce que son discours a changé au fil du temps? Et justement, si on regarde la chronologie, on voit que le ton monte petit à petit. En mars 2024, un rapporteur spécial parle de motif raisonnable de croire qu'un génocide est commis. Quelques mois plus tard, en novembre, un comité de l'ONU estime que les méthodes de guerre sont compatibles avec un génocide. Puis, en mai 2025, des experts alertent carrément sur un génocide en cours. On sent que ça se précise jusqu'au point final. Et ce point final, il arrive le 16 septembre 2025. C'est la commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU, l'organe d'enquête le plus important sur le sujet, qui rend sa conclusion. Et elle est sans appel. Israël a commis le crime de génocide à Gaza. C'est, à ce jour, la position la plus claire et la plus officielle de la part d'une instance des Nations Unies. Bon, une conclusion pareille, c'est extrêmement lourd de conséquences. Alors, que se passe-t-il après ça? Comment le monde réagit? Eh bien, la réponse, c'est une fracture. Une fracture qui n'est pas seulement entre les pays, mais qui traverse même les institutions internationales. Et cette fracture, on la voit de manière spectaculaire au sein même de l'ONU. C'est un peu le grand écart. D'un côté, il y a le Conseil de sécurité, qui est l'organe qui peut prendre des décisions contraignantes, mais qui est complètement paralysé par les vétos américains. Aucune résolution pour un cessez-le-feu ne passe. Et de l'autre côté, il y a l'Assemblée générale, où vote la quasi-totalité des pays du monde, et là, une majorité écrasante réclame ce cessez-le-feu. On a donc une volonté mondiale très claire, mais qui se heurte à un mur. Et c'est sur cette question qu'on va se quitter. Quand on a d'un côté des faits documentés par des ONG, des conclusions juridiques d'instances de l'ONU et une volonté politique majoritaire dans le monde, mais que tout ça est bloqué, qu'est-ce que ça dit sur l'état de la justice internationale? La question n'est plus seulement de savoir comment résoudre ce conflit, mais de se demander si le système international qu'on a bâti pour empêcher les pires crimes est encore capable de fonctionner.